Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion.
La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques, pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. Il semble que les scientifiques aient découvert un objet étrange dans l'espace, et ils ne savent pas exactement s'il s'agit d'une étoile ou d'une planète. Ce que nous savons, c'est qu'il est situé à 1400 années-lumière de nous, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous pensions savoir de l'univers. Permettez-moi d'expliquer le dilemme. Nous pouvons déterminer si un objet est une étoile ou une planète en fonction de sa masse ou de la quantité de matière qu'il contient. Les étoiles ont une masse importante, ce qui leur confère une forte gravité qui les comprime fortement. Cette compression crée des températures élevées à l'intérieur, et par conséquent, elles brillent de mille feux. Les planètes ont une masse moins importante et leur gravité est donc plus faible. Elles ne subissent pas la même compression et n'ont donc pas les températures élevées des étoiles.
Si les planètes brillent, c'est parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, comme notre belle Terre le fait avec notre Soleil. Eh bien, cette étrangeté se situe entre les deux. Nous considérons qu'il s'agit d'une naine brune, soit un type particulier de proto-étoile gazeuse de grande taille. Les naines brunes ressemblent généralement à Jupiter en termes d'atmosphère, mais elles sont beaucoup plus grandes, avec un diamètre de 13 à 80 fois supérieur. Si une naine brune possède une masse plus de 80 fois supérieure à celle de Jupiter, alors elle peut commencer à brûler de l'hydrogène, comme le fait toute étoile. C'est comme ça que brillent les astres du ciel. Mais normalement, les naines brunes ne sont pas aussi chaudes que les étoiles. Leur incapacité à brûler de l'hydrogène leur a même valu le surnom d'étoile ratée. Elles brûlent à environ 2200 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la plupart des étoiles. Mais cet objet défie la norme. Sa température atteint la barre incroyable des 7700 degrés Celsius. Mettons cela en perspective. Le jour le plus chaud de l'histoire a été enregistré dans la vallée de la mort, en Californie, il y a plus de 100 ans, avec une température de 57 degrés Celsius. Les gens de l'époque ont dû avoir l'impression de fondre avec tout ce qui les entourait. Imaginez maintenant que vous vous rapprochiez du Soleil, comme si vous voyagiez vers Vénus. Vénus peut atteindre la température insensée de 460 degrés Celsius. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mais elle est plus froide que Vénus. Si Vénus est si chaude, c'est à cause de l'effet de serre. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, Vénus aurait pu être un endroit où il faisait bon vivre, ou du moins, elle aurait pu abriter des formes de vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à piéger du dioxyde de carbone et elle a fini par créer un épais brouillard qui ne laisse pas la chaleur échapper. C'est pourquoi il est si difficile de l'explorer. La sonde qui a réussi à passer le plus de temps sur Vénus n'a tenu que 2 heures. C'est quand même plus long que ce que je peux faire au travail. Après, je fonds. Alors oui, vous arrivez au Soleil. Sa surface brûle à la température incroyable de 5500 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est que cette étrange étoile brune dont nous parlions est plus chaude encore que ça. Certes, elle n'est pas plus chaude que le cœur du Soleil, dont la température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius, mais il est tout de même très impressionnant et inhabituel qu'une naine brune soit aussi chaude. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que l'on se rende compte de la raison de ce phénomène. La naine brune est remarquablement proche d'une autre étoile, qui, elle, entre dans la catégorie des naines blanches. Elles sont si proches l'une de l'autre que notre mystérieuse brunette effectue une orbite autour de sa blanche amie en seulement 2 ou 3 heures. Comme nous serions vieux là-bas. Comme elles sont très proches, elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme la Lune et la Terre. Cela signifie que cette naine brune présente toujours une seule de ses faces à sa naine blanche. L'autre face est toujours dans l'obscurité. Pour cette raison, notre naine brune n'est surchauffée que d'un seul côté. C'est donc cette face éclairée qui nous a déroutés, alors que la température de sa face nocturne correspond à ce que l'on attend d'une naine brune. Mais ces conditions extrêmes ne dureront pas longtemps. Une température aussi élevée fait que les molécules de son atmosphère se désagrègent en atomes individuels, et au fur et à mesure que ces molécules se fragmentent, notre naine brune disparaît lentement. Si vous pensez que cette naine brune est chaude, que direz-vous alors d'Eta Carinae ? Il s'agit d'une étoile située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Elle appartient à une catégorie d'étoiles que l'on appelle les variables lumineuses bleues. Un astronome l'a remarqué pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, ce n'était qu'une étoile ordinaire de luminosité moyenne. Près de 200 ans plus tard, un autre astronome est tombé dessus. Mais cette fois, il s'agissait d'une étoile très brillante, l'une des plus brillantes du ciel. Quelques années après ça, elle a atteint son plus haut niveau de luminosité lors d'un événement majeur appelé la Grande Éruption. À ce moment, l'étoile était facilement visible dans notre ciel nocturne. Elle libérait une surprenante quantité de lumière, aussi importante que celle émise lors de l'explosion d'une supernova. Et elle est restée ainsi pendant quelques années, ce qui n'est pas le cas des étoiles qui explosent. Lorsque la fête a atteint son apogée, elle a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence. Mais elle hésite encore un peu, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie, mais qu'elle est moins lumineuse qu'avant.
Il existe également une nébuleuse autour d'Eta Carinae. Il s'agit d'une coquille de gaz et de poussière qui s'est formée lors de la grande éruption. Elle a même bloqué une partie de la lumière de l'étoile. Eta Carinae est un système stellaire binaire. Autrement dit, deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles a une température d'environ 14 700 degrés, l'autre de 34 650. L'étoile principale du système Eta Carinae, la plus massive des deux, est 100 fois plus lourde que notre Soleil. En raison de sa masse énorme, les scientifiques prédisent que cette étoile pourrait exploser lors d'un événement puissant connu sous le nom de supernova, mais pas avant plusieurs milliers d'années. Vous avez peut-être déjà deviné quel est ce phénomène le plus chaud de l'univers. Et oui, une supernova. C'est grâce à elle que l'on sait que la vie d'une étoile est terminée. Il s'agit des explosions les plus puissantes de l'espace. Elles se produisent lorsqu'une étoile entre 8 et 40 fois plus massive que notre Soleil s'effondre. Son cœur ne peut plus produire suffisamment d'énergie par le biais d'un processus appelé fusion, de sorte que l'étoile ne peut même plus supporter sa propre gravité. C'est donc une sorte d'épuisement stellaire. L'étoile ne peut plus faire face à une charge de travail si importante et son noyau lâche prise. Lors d'une supernova, les températures au cœur de l'étoile peuvent être 6000 fois plus élevées qu'au centre du Soleil. Il arrive aussi qu'un type particulier d'étoile, appelé naine blanche, redémarre soudainement sa fusion nucléaire et, boum, vous obtenez à nouveau une supernova. La supernova de Kepler s'est produite au début du XVIIe siècle et a été la dernière vraiment importante à être directement observée depuis la Terre. En moyenne, les supernovas dans notre galaxie se produisent 3 fois par siècle. Une supernova de moindre importance s'est produite en 1987, lorsqu'une supergéante bleue du nom de SN 1987A a explosé dans l'une des galaxies satellites de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. Cette explosion a été si puissante qu'on a pu l'observer à l'œil nu, bien qu'elle se soit produite à une distance incroyable, à 168 000 années-lumière de notre planète. Quel sujet pour les beaux jours, n'est-ce pas ? Nous pouvons également parler de la chose la plus chaude jamais créée, fabriquée dans un endroit surprenant, la Suisse. Non, il ne s'agit pas d'un super chocolat chaud. Un groupe de scientifiques a créé une soupe subatomique appelée plasma de quarks et de gluons. Lors de cette expérience, la température est devenue 250 000 fois plus élevée que celle du cœur du Soleil. Le but était de recréer les conditions qui existaient peu après le Big Bang, lorsque l'univers était encore dans un état de chaos. Bien, allons encore plus loin. En théorie, les choses peuvent devenir encore plus chaudes. Avez-vous entendu parler de la température de Planck ? Il s'agit d'une température extrêmement élevée, avec des chiffres que nous ne pouvons même pas imaginer. Une supernova n'est un thé tiède comparé à cette folie. Et qui sait ce que fait la matière à ces températures ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de retour dans votre confortable univers. Salut ! Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible ? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées ? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie.
Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causés par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets.
Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillant pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie? Et comment a-t-elle été formée?
Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétar nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée,
tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Il y a quelque temps, le télescope spatial James Webb a identifié un objet céleste singulièrement étrange, dérivant à travers notre galaxie. Il ne gravite autour d'aucune étoile connue. C'est un objet errant, flottant librement dans l'immensité cosmique. Plus fascinant encore, cet astre nomade posséderait une atmosphère semblable à un gâteau, dont l'analyse pourrait se révéler capitale pour l'étude des exoplanètes. Elle offrirait aussi des indices sur l'évolution des géantes gazeuses et le destin potentiel de Jupiter. Vous pourriez objecter que la Terre possède elle aussi une atmosphère stratifiée, composée de 5 couches principales et de plusieurs secondaires. Mais sur notre planète, l'air est constitué en grande majorité d'azote et d'oxygène. Les autres mondes présentent des atmosphères radicalement différentes. Vénus, par exemple, possède une enveloppe extrêmement dense, saturée d'acide sulfurique. Certaines exoplanètes ont des nuages de vapeur d'eau. D'autres, des nuées formées de sable brûlant. Mais qu'en est-il de cet objet nomade? À vrai dire, nul ne sait vraiment pourquoi il a hérité d'une telle réputation. Mais pour une raison obscure, les scientifiques ont décidé de le nommer SIMP. Quoi qu'il en soit, il semble doté d'une configuration atmosphérique bien à lui, avec des bancs de nuages et de curieuses réactions chimiques, se manifestant en altitude. Son enveloppe est constituée de nuées riches en fer et en magnésium, et l'on y trouve des composés carbonés, dérivant librement. Des aurores y ont été observées, semblables aux aurores boréales terrestres, mais se déroulant dans l'obscurité glaciale de l'espace lointain. C'est la première fois que les chercheurs sont en mesure d'établir une sorte de bulletin météo sur un astre vagabond de ce type. Autre étrangeté notable, cet objet ne correspond à aucune classification connue. Il ne peut être considéré comme une planète, puisqu'il n'orbite autour d'aucune étoile. Mais il est également trop petit pour être qualifié de naine brune, une sorte d'étoile inachevée. Il se situe donc dans un entre-deux, ni tout à fait planète, ni vraiment étoile. Et bien qu'il ne constitue pas une menace immédiate, les scientifiques estiment que de tels objets errants pourraient gravement perturber un système solaire s'ils s'en approchaient. Leur force gravitationnelle suffirait à dérégler les orbites planétaires, causant instabilité ou collision. Notre compagnon interstellaire n'est donc pas encore une menace, mais il pourrait bien le devenir un jour. Cet objet vagabond présente des caractéristiques étonnantes. Pour commencer, ses journées ne durent que 2,4 heures. Imaginez un lever et un coucher du soleil en si peu de temps. C'est fulgurant. Il se trouve à une vingtaine d'années-lumière dans la nébuleuse de la Carène, ce qui, à l'échelle cosmique, reste relativement proche. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est qu'il s'agit du plus brillant des objets flottant librement de ce genre visible depuis l'hémisphère nord. Et comme il dérive sans étoiles voisines pour perturber les observations, des télescopes comme Spitzer ont pu le photographier directement. C'est extrêmement rare pour un corps aussi lointain et peu lumineux. Lorsque les scientifiques l'ont observé en infrarouge, autrement dit avec une vision thermique, ils ont remarqué que son atmosphère se comportait de manière inhabituelle. La quantité de chaleur qu'elle émettait variait sans cesse, tantôt plus forte, tantôt plus faible. Un phénomène étrange était à l'œuvre, mais difficile à cerner. Alors, en juillet 2023, une équipe a eu recours au télescope spatial James Webb pour pousser l'enquête plus loin. Elle a braqué l'instrument sur SIMP et récolté environ 6000 mesures en quelques heures à peine. Les premières portaient sur le rayonnement à ondes courtes, suivies plus tard de mesures similaires sur des ondes longues. Les résultats ont révélé que la luminosité variait différemment selon les longueurs d'onde.
Certaines zones de l'atmosphère devenaient plus claires, d'autres plus sombres, tandis que certaines restaient stables. Les variations semblaient aléatoires. Pourtant, un schéma a fini par émerger. Tous ces changements se répartissaient en 3 groupes distincts. Chacun possédait une forme de signature propre, comme un indice sur ce qui se déroulait dans l'atmosphère. Ainsi, l'objet n'était pas simplement flottant et inerte, il s'avérait incroyablement actif, avec des couches nuageuses et gazeuses en perpétuel mouvement. Cela suggérait que 3 processus distincts avaient lieu dans l'atmosphère. Pour en comprendre la cause, les chercheurs ont conçu des modèles simulant les conditions atmosphériques de ce corps errant. Il semble que le premier groupe de variations soit lié à des nuages bas composés de fer. Et oui, du métal sous forme de vapeur. Le second groupe proviendrait de couches plus élevées composées de forstérite, un cristal enrichi en magnésium. Et ces nappes nuageuses ne seraient pas uniformes. Elles seraient fragmentées, comme par plaques. Cette irrégularité expliquerait pourquoi la lumière émise change autant. Quant au troisième groupe de variations lumineuses, il ne provenait pas des nuages. La lumière semblait émaner de régions bien plus élevées, probablement de points chauds, localisés dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces zones seraient en lien avec des aurores radio, semblables aux aurores boréales terrestres, mais se manifestant dans la gamme des ondes radio plutôt que dans le spectre visible. Pourtant, malgré tous ces modèles minutieux, certaines énigmes persistent. Le premier groupe de courbes présentait une instabilité inattendue, bien plus chaotique que prévu. Les chercheurs pensent que cela pourrait s'expliquer par la présence de gaz carbonés, tels que le monoxyde de carbone, en suspension dans l'atmosphère. Ces gaz seraient susceptibles d'absorber aléatoirement certaines longueurs d'onde. C'est la première fois que ce type de désordre atmosphérique est observé directement. Mais les quelques heures d'observation n'ont pas suffi à percer tous ces mystères. Pour en comprendre pleinement la dynamique, des jours entiers de données seront nécessaires. Les scientifiques comptent ainsi sur le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour 2027, pour approfondir leurs investigations. Même si cet objet énigmatique n'est pas à proprement parler une planète errante, celle-ci mérite tout de même qu'on s'y attarde. Il s'agit en effet de planètes éjectées de leur système d'origine. Oui, véritablement expulsées. Lorsqu'une planète se forme, elle coexiste généralement avec d'autres autour d'une même étoile. Mais au premier temps, le chaos règne. Collisions, dérives, interactions gravitationnelles intenses. Et parfois, l'une d'elles est tout simplement projetée hors du système. N'étant plus liées à une étoile, ces planètes vagabondes voguent seules à travers la galaxie. Si elles s'approchent d'un astre massif, une étoile ou un trou noir par exemple, leur trajectoire peut être déviée par sa gravité. Mais en dehors de cela, elles poursuivent leur errance silencieuse. La plupart ont été expulsées pendant la jeunesse de leur système, alors que tout n'était que désordre. Toutefois, un chercheur de la NASA rappelle que même des systèmes stabilisés peuvent encore rejeter une planète si les orbites deviennent instables ou si un objet massif provoque une perturbation majeure. La prochaine planète dont il convient de parler, PDS 70b, n'est pas errante. Elle gravite bien autour de son étoile. Toutefois, elle présente une particularité fascinante. Elle est encore en train de se former. Il est extrêmement rare de pouvoir observer un tel phénomène en direct. Ce gros bébé céleste est déjà 3 fois plus grand que Jupiter, la plus massive des planètes du système solaire. Située à environ 400 années-lumière, elle se développe depuis 5 millions d'années, absorbant le gaz et la poussière du disque qui entoure son étoile, à la manière d'un somptueux banquet cosmique. Le problème, c'est que lorsque les astronomes ont analysé la composition chimique de l'atmosphère de cette planète à l'aide d'un grand télescope à Hawaï, les données recueillies se sont révélées déroutantes. Ils s'intéressaient en particulier au monoxyde de carbone et à la vapeur d'eau, 2 éléments permettant d'estimer les quantités de carbone et d'oxygène présentes. Or, il semble que le mélange chimique observé diffère de celui du disque à partir duquel la planète est censée s'être formée. Ce constat est significatif, car il contredit les modèles établis sur la formation planétaire. En somme, cela suggère que les scénarios théoriques jusque-là admis pourraient être trop simplistes. Selon les modèles actuels, les planètes naissent de l'agglomération de poussière et de gaz, qui finissent par constituer des corps planétaires à part entière. Si ce principe est exact, la composition des planètes devrait être similaire à celle du gaz environnant. Or, PDS 70b semble s'affranchir de cette règle. Les chercheurs ont donc avancé 2 hypothèses pour tenter d'expliquer ce décalage. La première suggère que la planète se formerait à partir de matière solide, poussière et glace.
contenant du carbone et de l'oxygène piégé, ce qui altérerait la chimie lors de leur incorporation. L'autre possibilité est que le gaz du disque se soit enrichi en carbone après la formation de la planète. Heureusement, une seconde planète, PDS-70C, évolue dans le même système, et les scientifiques espèrent qu'en l'analysant à son tour, ils pourront éclaircir cette énigme. En février 2025, des scientifiques ont découvert quelque chose de bouleversant concernant l'intérieur de notre planète. Nous avons longtemps cru que le noyau interne de la Terre était une sphère solide et stable. Mais la réalité pourrait être bien différente, et quelque peu alarmante. Une récente étude suggère que la surface du noyau pourrait être en train de subir des transformations structurelles à cet instant même. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont analysé plusieurs décennies de données sismiques et ont découvert que la surface du noyau interne semble se déformer sous l'influence du noyau externe. C'est la première fois que nous observons de tels changements, et ils pourraient expliquer certaines des particularités les plus étranges de la rotation du noyau interne. Il se pourrait même que ce phénomène influence la durée des jours sur Terre. Le noyau interne de notre planète, situé à environ 5000 km sous la surface, est traditionnellement décrit comme une boule solide de fer et de nickel. Toutefois, de nouvelles données montrent que sa couche extérieure pourrait être plus malléable que nous ne le pensions. Cette découverte a été faite grâce à l'analyse des ondes sismiques provenant de séismes répétés près des îles Sandwich du Sud. Les chercheurs ont utilisé des techniques de résolution améliorées pour étudier ces signaux sismiques. Et ils ont pu observer des anomalies dans les ondes, ce qui les a conduits à une conclusion inattendue. Il doit y avoir des déformations à la surface du noyau interne. Et celles-ci pourraient être causées par des interactions violentes avec le noyau externe en fusion. Le noyau externe, lui aussi composé de fer et de nickel, mais liquide, joue un rôle très important. Il génère le champ magnétique terrestre. Auparavant, nous ne comprenions pas vraiment son impact sur le noyau interne. Mais maintenant, nous pensons que les turbulences du noyau externe perturbent la surface du noyau interne. Et cela pourrait entraîner des changements dans sa forme. Il se peut que ces perturbations expliquent le ralentissement progressif de la rotation du noyau interne. Les scientifiques l'observent depuis 2010. En surface, nous ne sommes pas capables de percevoir ces changements, mais ils pourraient avoir une influence sur la rotation globale de la Terre, ainsi que sur la durée des jours. Cette étude importante peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au cœur de notre planète, comment les noyaux internes et externes interagissent et comment cela affecte le champ magnétique et le mouvement de la Terre. Évidemment, l'observation directe du noyau terrestre est impossible. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des méthodes indirectes, comme l'analyse des ondes sismiques. Grâce à ces méthodes, nous sommes en mesure de déduire la structure et la composition du noyau. À mesure que ces ondes traversent les différentes couches, elles sont déviées ou freinées, et cela nous fournit des indices sur la nature des matériaux souterrains. Nous faisons également des expériences en laboratoire. Là, des chercheurs reproduisent les pressions et les températures extrêmes que l'on trouve dans le noyau afin d'étudier le comportement des alliages fer-nickel. Ils utilisent des instruments sophistiqués, tels que des cellules à enclume de diamant. Celles-ci leur permettent d'étudier ces conditions extrêmes. Ensuite, il y a l'étude des météorites. Le fait est que certains d'entre eux proviennent d'astéroïdes possédant un noyau métallique similaire à celui de la Terre. Leur composition chimique nous fournit parfois des indices sur les éléments présents dans les profondeurs de la Terre. Les scientifiques créent également des modèles numériques. En combinant les données sismiques, expérimentales et géochimiques, ils sont en mesure de simuler la dynamique interne du noyau. Mais que se passerait-il si le noyau de la Terre cessait soudainement de tourner? Nous n'en savons rien, mais nous pouvons faire des suppositions. Si seul le noyau interne, solide, s'arrêtait, la réponse est, eh bien, pas grand-chose. S'il ne ralentissait pas seulement son mouvement, c'est ce qu'il fait en ce moment même, mais s'arrêtait complètement, c'est la vitesse de rotation de la Terre qui en subirait les conséquences principales. Nos journées deviendraient plus longues. Avec le temps, cela pourrait affaiblir le champ magnétique de la planète. Ce qui serait une mauvaise nouvelle, mais pas aussi catastrophique que ce qui se produirait si c'est le noyau externe qui cessait de tourner. Là, les choses deviendraient vraiment sérieuses. Sans la rotation du noyau externe, la Terre perdrait complètement son champ magnétique, et la perte de ce bouclier protecteur déclencherait une réaction en chaîne désastreuse. Tout d'abord, les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision de manière chaotique.
Imaginez-vous dans un bus au moment où le conducteur freine brusquement. Vous êtes projeté contre les autres passagers ou sur le sol. Eh bien, la planète vivrait quelque chose de similaire, mais avec les plaques tectoniques. Ces collisions violentes provoqueraient d'énormes tremblements de terre partout où se touchent les plaques, détruisant bâtiments, ponts et routes. Les systèmes de distribution d'eau et d'électricité, ainsi que les lignes téléphoniques, seraient instantanément détruits. Et ce ne serait que le début, sans le champ magnétique, les radiations cosmiques commenceraient à frapper la surface de la Terre. Ces particules à haute énergie provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, endommageant la couche d'ozone. Et encore plus de radiation atteindrait de la surface de la Terre, causant d'innombrables dégâts. Tout l'électronique tomberait en panne, les réseaux électriques s'effondreraient et les systèmes de communication seraient coupés. Mais les conséquences ne concerneraient pas seulement les humains. Toutes les formes de vie seraient en danger. De nombreux animaux, comme les oiseaux migrateurs et les tortues, s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Sans lui, ils seraient complètement perdus. Les oiseaux ne trouveraient plus leur chemin et les tortues seraient incapables de savoir où se trouvent les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Il est très peu probable que le noyau externe de la Terre cesse de tourner de notre vivant, s'il le fait jamais. Nous sommes donc en sécurité de ce côté-là. Mais pour vraiment comprendre la Terre, il faudrait descendre à 6440 km sous la surface. Notre planète possède 4 couches principales, du centre jusqu'à la surface. Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. À l'exception de la croûte, personne n'a jamais exploré ces couches plus profondes en personne. Nous n'avons réussi à forer qu'à la modeste profondeur de 12 km. Et cela nous a pris 20 ans. Au centre même de la Terre se trouve le noyau interne, une boule métallique solide d'environ 1220 km de rayon, soit environ les 3/4 de la taille de la Lune. Il se trouve entre 6400 à 5200 km au-dessous de la surface. Composé principalement de fer et de nickel, ce noyau est incroyablement dense. Il tourne un peu plus lentement que le reste de la Terre et est extrêmement chaud, atteignant une température de 5400 degrés Celsius, comme à la surface du Soleil. La pression y est stupéfiante, plus de 3 millions de fois supérieure à la pression que nous ressentons à la surface. Certaines recherches suggèrent même qu'il pourrait y avoir un noyau encore plus petit et plus dense à l'intérieur du noyau interne, et il serait principalement constitué de fer. Le noyau externe est également composé de fer et de nickel, mais sous forme liquide. Il se trouve entre 5200 à 1000 km sous la surface. Sa chaleur provient principalement de la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium et le thorium qui provoquent un brassage du liquide, des courants massifs et turbulents. Ce mouvement crée des courants électriques qui génèrent le champ magnétique terrestre. Fait intéressant, le champ magnétique terrestre s'inverse environ tous les 200 à 300 000 ans, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi cela se produit. Le manteau est la couche la plus épaisse de la Terre, s'étendant sur près de 3000 km de profondeur. Il commence à environ 30 km sous la surface. Composé de fer, de magnésium et de silicium, il est dense, chaud et semi-solide. Pour l'imaginer, pensez à du caramel mou. Comme le noyau externe, le manteau circule également, mais il se déplace beaucoup plus lentement. Plus près de la bordure supérieure du manteau, entre 100 et 200 km sous terre, la chaleur est si intense qu'elle fait fondre la roche. Il en résulte une couche partiellement fondue, que l'on appelle l'asténosphère. Les géologues pensent que cette couche molle, chaude et glissante est ce qui permet aux plaques tectoniques de la Terre de se déplacer. Certains des diamants que nous trouvons sur Terre proviennent du manteau. La plupart d'entre eux se forment à des profondeurs supérieures à 200 km. Mais des diamants super profonds, beaucoup plus rares, peuvent se former à une profondeur de 700 km. C'est la kimberlite, une roche volcanique riche en magnésium, qui ramène ces diamants à la surface. La partie la plus externe du manteau, plus froide et plus rigide, se comporte davantage comme la croûte qui la recouvre. Ensemble, ces deux couches forment la lithosphère. Quant à la croûte elle-même, c'est la couche la plus externe de la Terre. Elle fait environ 40 km de profondeur et ne constitue qu'1% de la masse de notre planète. Et pourtant, elle abrite toute la vie connue dans l'univers.